Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. L'Afrique brandit la menace d'un retrait collectif de la Cour pénale internationale. Simple effet d'annonce ou menace sérieuse. Élément de réponse dans ce journal. Attijari Wafa Bank à la conquête des pays non francophones, déjà présent dans 24 États. Le premier groupe bancaire marocain s'ouvre à une nouvelle phase d'expansion. Et puis, l'école flottante de Makoko, îlot d'espoir au milieu d'un bidonville. L'édifice qui s'étale sur 220 mètres carrés est capable d'accueillir jusque 100 élèves nigérians. L'Afrique va-t-elle se retirer de la Cour pénale internationale? L'instance est depuis quelques semaines sous le feu de critiques de plus en plus virulentes. Certains dirigeants dénoncent un acharnement contre les Africains. Plus de précision avec Deo Gracias Podo. Depuis 2002, de nombreux leaders africains expriment leur désir de se retirer de la Cour pénale internationale. Une volonté encore manifestée au lendemain de l'ouverture du procès de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et son ex-ministre Charles Blé Goudé. Autre dossier, celui de la Centrafrique, et malgré que cette fois-ci, la CPI a plutôt en ligne de mire les responsables des groupes armés centrafricains, des voix continuent de s'élever pour dénoncer un acharnement contre les Africains, ce que dément la procureure générale. La CPI ne s'intéresse pas qu'aux chefs d'État africains. Toutes nos actions en Afrique sont déclenchées à la demande des gouvernements en place. Si l'Afrique décide de se retirer de la CPI, moi je ne peux qu'exprimer ma désolation, pas en tant que procureur, mais en tant qu'Africaine. C'est dommage, c'est une régression de l'état de droit et de la justice pour les victimes. Samedi 30 janvier 2016, sur initiative des autorités kenyanes, plusieurs dirigeants africains réunis à Addis Abeba en Éthiopie avaient manifesté la volonté de se retirer d'un commun accord de la Cour pénale internationale. Aucune décision légalement contraignante n'a été prise et il revient toujours à chaque pays de décider individuellement de quitter ou non la CPI. L'initiative vise surtout à inciter la Cour pénale internationale à prendre la mesure de l'importance de la position africaine sur le sujet. Si cela advenait, nous pensons que cet appel serait directement contraire à l'acte constitutionnel même de l'Union africaine. Il s'agit tout simplement de voir la situation dans laquelle se trouvent les juridictions nationales. On est encore loin de pouvoir espérer qu'il puisse avoir une justice assez libre, indépendante sur le continent. Ici, on parle vraiment de violations massives des droits humains. Il ne s'agit pas des crimes de droit commun. Et donc, dans ce sens-là, nous pensons que cette juridiction a encore sa place, puisque en face, on n'a pas une proposition concrète à mesure de se suppléer à cette cour-là. Dans ses attributions, la Cour pénale internationale est chargée de juger les auteurs de crimes internationaux, notamment les auteurs de génocides, de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Pour certains analystes, malgré les critiques, un retrait des pays africains de cette Cour sans un mécanisme de substitution crédible serait préjudiciable pour la démocratie et les droits humains sur le continent. Dernière ligne droite dans la course à la présidentielle au Bénin. Alors que la campagne électorale touche à sa fin, les 33 candidats en lice sillonnent le pays à la conquête des indécis. Sachez que vous pourrez suivre ce soir à 19h30 GMT sur notre antenne et en direct de Cotonou une édition spéciale consacrée à ce scrutin. La question du débat de ce jour est: quel bilan faites-vous de la décentralisation 12 ans après son entrée en vigueur? Un débat auquel vous pouvez participer via l'adresse benin2016@africa24tv.com. Les pays africains non francophones dans le viseur d'Attijari Wafa Bank, le premier groupe bancaire marocain, entame une nouvelle phase d'expansion avec pour cible des pays comme le Nigeria, l'Éthiopie ou encore l'Égypte. On fait le point tout de suite avec Olivia Hieré-Dobré. Le groupe Attijari Wafa Bank souhaite investir en Afrique anglophone. Le premier groupe bancaire marocain ambitionne d'étendre ses activités à des pays non francophones. Objectif, s'assurer une part de marché qui puisse sécuriser les rendements sur investissement. Sur la base des 3 premiers critères d'investissement que nous avions, des pays arabes ou francophones venaient en tête. Et nous y sommes allés jusqu'ici, mais la langue ne doit pas constituer une barrière. La nouvelle génération parle de plus en plus anglais, alors nos prochaines étapes d'expansion se feront dans des pays n'ayant pas pour langue le français. Le groupe Attijari Wafa Bank est présent dans toutes les économies majeures subsahariennes francophones, notamment au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal ou encore en République du Congo. Considérant les défis auxquels doit faire face le Maroc, marché historique du groupe, des acquisitions fortes dans des économies plus larges permettront à Attijari Wafa Bank de multiplier son portefeuille client, établi aujourd'hui à 7 millions de personnes. Tout ceci obéit à une certaine logique. Le Maroc est un pays qui aspire à l'émergence économique. Donc, les services financiers ne doivent pas être en reste.
Attijari Bank aujourd'hui se dévoile sur le plan international au niveau des pays anglo-saxons, ça peut également ouvrir des portes pour les États afin de trouver des financements. Bon, ça reste des financements privés, bien sûr, qui sont plus chers que les financements concessionnels qu'on a connus avec le FMI et les institutions financières internationales. Mais je pense que globalement, c'est une bonne nouvelle et c'est une contrainte, une obligation aujourd'hui qui s'impose aux autorités bancaires marocaines, aux autorités bancaires au niveau de l'Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire cette démarche consistant à dire que moi, je ne vais pas seulement me limiter à un marché, je vais également aller m'initier sur le plan international. Présent dans 24 pays, ce premier groupe bancaire et financier du Maghreb envisage désormais de conquérir les marchés du Ghana, de l'Éthiopie, du Nigeria ou encore du Kenya. On l'appelle la Venise de l'Afrique, mais contrairement à la ville italienne, Makoko n'est pas une attraction touristique. Ce bidonville de Lagos, capitale nigériane, abrite depuis 2 ans une école flottante, un îlot d'espoir pour les plus démunis. Siemlo, Victoria Sedi. Longtemps menacé de disparition, Makoko, un bidonville sous-piloté au Nigeria, est devenu un espoir pour les habitants. Il y a 2 ans, Makoko avait un visage peu déprimant, mais grâce à Kunle Adeyemi, le bidonville surpiloté dispose d'une école. Makoko Floating School est capable d'accueillir jusqu'à 100 élèves et enseignants. L'école flottante offre une éducation gratuite, mais reçoit des fonds des donateurs. Une joie intense pour les enfants de ce quartier pauvre d'accéder à l'éducation. J'aime cette école parce qu'elle est construite sur l'eau et l'environnement est propice à l'apprentissage et aux activités ludiques. Soutenue par plus de 200 barils vides en plastique recyclé, du bambou et du bois d'origine locale, l'école est mobile et peut soutenir ses occupants dans les conditions climatiques extrêmes. Le projet lancé en 2012 a été officiellement ouvert en novembre 2015 au Nigeria et compte un effectif de 47 élèves. Makoko Floating School fonctionne avec des panneaux solaires et permet la récupération des eaux de pluie. Elle répond ainsi aux fréquents problèmes d'inondation auxquels sont confrontés les habitants de Makoko. Pendant les mois d'octobre et de novembre, le niveau d'eau augmente très bien et influe sur la structure existante. Je veux dire l'ancienne école parce qu'elle a été construite sur un terrain. Mais la nouvelle école a été construite sur des barils flottants qui, chaque fois que le niveau de l'eau monte, elle monte et chaque fois que le niveau d'eau descend, elle descend. Avec son architecture unique, l'école flottante a attiré l'attention du monde entier. Le gouvernement nigérien veut l'intégrer dans sa planification urbaine. La majorité des habitants vivent sans électricité fiable ni eau. Des projets comme l'école flottante de Makoko seraient la bienvenue, permettant de relever des défis croissants du changement climatique et de l'urbanisation auxquels les populations africaines sont confrontées. Flash à présent sur Dorothy Getouba, fondatrice de Spielworks Media. En 2008, armée de détermination, elle quitte le Canada pour le Kenya avec en tête l'idée de s'imposer dans l'industrie audiovisuelle. 7 ans plus tard, le défi semble relevé. Les détails avec Olivia Iré-Dobré. Une entrepreneure kenyane met en lumière des personnages féminins forts à la télévision locale. Dorothy Getouba est la directrice générale de Spielworks Media, une entreprise qui produit des films, des séries dramatiques et des talk shows pour un public africain. Il y a 7 ans, Dorothy Getouba quitte un emploi bien rémunéré au Canada pour lancer une société de production dans son pays, le Kenya. Cette initiative permet aujourd'hui de renforcer le contenu local en plein essor de l'audiovisuel kényan. One of the biggest challenges that I had was really the initial breaking into the market. L'un des plus grands défis auxquels j'ai vraiment été confrontée, c'est l'entrée sur le marché. Vous savez, je me rappelle avoir donné mon pilote à une chaîne de télévision. Elle s'est assise sur mon pilote pendant environ 14 semaines. Mais j'ai compris que je ne devais pas abandonner, mais continuer à appeler, continuer à demander, continuer à vendre mon concept, mon idée, mon pilote. Je ne pouvais pas abandonner. Honestly, but you can't give up. You have to keep on calling, you have to keep on asking. You have to keep on shopping around your concept, your idea, your pilot. You cannot give up. Les programmes de Spielworks Media, la société de production de Dorothy Getouba, sont tournés vers la femme et son pouvoir d'influence dans la société. Une responsabilité pour chaque femme, selon Dorothy Getouba, même si elle admet que les femmes devront toujours en faire plus pour assurer leur place dans l'industrie cinématographique. Je suis très libre, même dans mes productions. On m'a dit que mes personnages féminins étaient toutes très fortes. Tout à fait. Et alors,
Nous avons besoin d'un récit alternatif. Nous avons tendance à éteindre les femmes fortes à la télévision. Être une femme dans cette industrie, je pense que les producteurs, qu'ils soient hommes ou femmes, seront toujours confrontés aux mêmes défis. Nous avons besoin d'argent. Nous essayons tous de produire. Nous essayons tous de faire du mieux que nous pouvons. Mais pour y arriver, ce sera toujours plus difficile pour la femme. La taxe pour la femme. Voilà comment je l'appelle. Comme je la paye. Le Kenya est en train d'adopter une politique pour stimuler la production nationale audiovisuelle. Longtemps dominée par Hollywood, les séries nigérianes et les telenovelas d'Amérique latine, les chaînes de télévision du Kenya ont décidé de produire 40% de contenu local. Spielworks Media figure parmi la poignée d'entreprises fournissant ce contenu avec des émissions telles que Sumu la Penzi, en Swahili, Le poison de l'amour et une foule d'autres sur la vie au Kenya. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. À retrouver dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.